Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, c'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse pour un quart d'heure pédagogique sur l'investissement. Et nous retrouvons Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver à l'entame de cette saison 5 de Smart Bourse. On va poursuivre ces rendez-vous mensuels avec vous. Avant d'évoquer le sujet du jour qui va nous amener à parler de l'univers des actifs alternatifs, des placements alternatifs, un mot de l'actualité du Café de la Bourse et des autres cafés. Le groupe est en train de grossir, c'est ça Louis ? Oui, tout à fait, parce que le Café de la Bourse a ses déclinaisons Café du patrimoine et Café du trading, avec donc cette volonté d'accompagner l'investisseur particulier en fonction de son profil, horizon de placement, goût du risque. Ouais. Et effectivement, on s'est agrandi, on a acquis le site J'épargne en ligne, qui est un site qui décrypte les placements financiers pour accompagner l'épargnant en fonction de ses différents besoins, donc avec des guides, des comparatifs. Donc on s'est dit que c'était intéressant d'avoir cette palette de contenus complémentaires avec ce côté, on va aller sous le capot, identifier les bons placements, les bons intermédiaires financiers en fonction de ce que recherche chaque épargnant. Ouais. Donc, complémentarité, c'est ça le maître mot de cette acquisition et de l'achat de J'épargne en ligne. Tout à fait. .fr, c'est exactement .fr et .com. Et .com, pardon, autant pour moi. Les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir toujours nos analyses de valeur, nos analyses macroéconomiques sur Café de la Bourse, nos analyses accès trading sur Café du trading et des sujets plus patrimoniaux liés à l'assurance vie, au PER, aux problématiques patrimoniales sur Café du patrimoine. Ouais. Et à côté de ça, avoir effectivement J'épargne en ligne avec ce côté décryptage et analyse des intermédiaires, des acteurs de marché, c'est ça. Exactement. Des produits, des placements, des acteurs de marché. Des acteurs de marché, des produits de placement, tout à fait. Alors, à propos de placement, on parle de placement alternatif ce mois-ci avec vous. Louis, comment on définit d'ailleurs ce qu'est un placement alternatif ? Alors, c'est assez large. En fait, déjà, le premier point, c'est que c'est un placement qui n'est pas un placement traditionnel type action-obligation. Et après, le placement alternatif est très large parce que du coup, on peut être sur des placements comme l'art, comme le crowdfunding ou les bois et forêts. En fait, il y a vraiment... c'est une classe d'actifs extrêmement large. S'il faut vraiment la catégoriser, ce qui change, c'est vraiment ce côté diversification et ce côté non-corrélation ou moins de corrélation par rapport au marché action, au marché obligataire. Souvent actifs réels aussi, quand on parle d'art, de forêt, etc. De montres, voitures de collection, etc. Il y a le côté tangible, réel qui compte beaucoup. Mais en fait, comme vous dites, la définition la plus simple, c'est ce qui ne sont pas ni des actions ni des obligations, pour reprendre les grandes classes d'actifs traditionnelles côté liquide. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme placement alternatif quand on se met à la place d'un particulier notamment ? Celui qui me vient à l'esprit, surtout cette année, c'est l'or. L'or, très clairement, en tant que placement alternatif, est sur le devant de la scène, a battu record sur record cette année, de par le contexte. Je ne vais pas revenir dessus, mais les risques géopolitiques, politiques, les risques de récession, etc., a fait que l'or, actuellement, a dépassé son plus haut une nouvelle fois, à plus de $2600 l'once. Donc, c'est intéressant de regarder. Alors, on est sur les plus hauts, donc il faut aussi faire ça avec moi j'aime bien parce que quand l'or bat des records comme ça, il fait plus 20, on voit tous les gold bugs, comme on dit, sortir de chez eux pour nous dire c'est l'heure de l'or, c'est l'heure de l'or. Enfin, quand on essaye de faire une analyse froide et rationnelle à ces niveaux-là, qu'est-ce que vous dites, vous, Louis ? Il faut faire attention, justement, il ne faut pas se dire c'est le moment, j'y vais, j'investis un montant important. Je pense que c'est un actif de diversification. C'est 25% de hausse depuis le début de l'année en dollars. Exactement. Donc c'est bien de se positionner si c'est un placement qui correspond à son profil de risque, mais se positionner peut-être dans le cadre d'un DCA avec un plan d'investissement, commencer avec des petits montants, même si on peut allouer plus, mais on va lisser le risque dans le temps parce que on est sur un plus haut, il y a quand même de la volatilité. Les tendances à très long terme sont plutôt bons puisque il y a les banques centrales des marchés émergents qui veulent être moins dépendants, qui va être moins dépendant du dollar. Il y a aussi la raréfaction du métal jaune. Donc oui, c'est intéressant, mais il ne faut pas succomber aux sirènes de la forte hausse de cette année et y aller trop fortement.
Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre dans cet univers des placements alternatifs, Louis? Un autre placement alternatif qu'on est obligé de citer, incontournable, c'est les crypto-monnaies désormais. Pareil, dans le feu de l'actualité depuis le début de l'année, l'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis, le halving du Bitcoin, l'ETF Spot sur les Ethereum, donc vraiment beaucoup d'actualités. Il y a eu le gros bull run aussi en début d'année. Après, on a eu plus de volatilité, c'est plus en dents de scie, mais il faut aussi rappeler qu'on est quand même depuis le 1er janvier, par exemple sur le Bitcoin, à plus de 40% de performance. Donc là aussi, il y a de la performance, mais il y a aussi du risque. Donc du coup, est-ce que ça convient ou non à son profil? Déjà le premier point. Et après, l'environnement crypto est gigantesque. Donc là, il y a évidemment le Bitcoin, mais après, il y a les Ethereum et puis il y a beaucoup d'autres cryptos. Donc bien comprendre comment ça fonctionne avant d'y aller. Oui. Et aussi, peut-être aussi... Faites votre recherche. Voilà, Faites votre recherche. Ouais. C'est un univers d'investissement à part entière qui nécessite quand même de l'analyse, de la profondeur, etc. Oui, en sachant qu'on peut investir... Pour ceux qui veulent le prendre sérieusement, j'entends. Ah, totalement, parce qu'il n'y a pas que la potentielle plus-value à aller chercher. Il y a le stacking, par exemple. Il y a des stablecoins aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être envisagées. Mais oui, bien étudier ça. Et c'est un placement alternatif qui peut correspondre à certains et pas à d'autres. Ouais. Et dans les plateformes que vous opérez, vous voyez comment vous mesurez d'ailleurs la demande d'informations pour l'actualité crypto aujourd'hui, Louis, chez Café de la Bourse, du trading, du patrimoine, etc. Déjà, vous le mesurez concrètement, oui? Oui, on mesure concrètement avec les interactions qu'on a, c'est-à-dire les personnes qui vont nous contacter sur le site, à travers le commentaire, qui vont réagir à notre newsletter sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà une première grille d'analyse. Après, on peut aussi voir l'appétence ou non en fonction du nombre de vues sur ces articles-là. Oui. Et donc, en fonction de ça, on va davantage creuser certains sujets pour répondre aux interrogations de nos lecteurs. Bon, une autre classe d'actifs dits privés ou alternatifs dont on parle beaucoup depuis une bonne paire d'années maintenant, c'est l'investissement en capital, le private equity, qui est une classe d'actifs qui s'est considérablement ouverte justement à des investisseurs privés ou particuliers. Oui, exactement, parce que du coup, les tickets d'entrée sont plus faibles, il y a plus de produits qui sont proposés, notamment à travers des fonds, donc FCPR, FIP, FCPI, donc du coup, ça permet à l'investisseur d'avoir cette classe d'actifs qui est moins dépendant de la cotation boursière, mais là aussi, attention, ce sont de petites entreprises, là, c'est en train de changer au niveau des taux d'intérêt, mais c'est quand même un secteur qui a été pénalisé par les taux d'intérêt élevés, puisque la plupart des entreprises sont des entreprises de croissance fortement endettées. Donc il faut savoir bien choisir, il faut fortement diversifier. Parce que du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas aller au bout. Mais effectivement, c'est intéressant. Et puis, c'est aussi un panel de sous-jacentes très important qu'on peut regarder si, encore une fois, voilà, on est intéressé par les entreprises, par ce type d'actifs. Ah là, vous êtes en lien direct avec les entreprises. Grande dispersion de performance aussi chez alors ce qu'on appelle les GP qui pilotent les stratégies de private equity dans lesquelles on peut investir. Grande disparité de performance. Et d'ailleurs, pour conclure sur ces placements alternatifs, comment est-ce qu'il faut les aborder quand on est particulier? Parce qu'on voit, déjà, c'est pas toujours facile d'accéder à l'information d'actifs dits privés. Autant sur Air Liquide ou n'importe quoi, vous avez l'information parfaite tout le temps, en permanence. C'est couvert par plein d'analyses. C'est couvert par plein d'analyses, c'est très facile. Là, déjà, il y a une question d'accès à l'information qui se pose. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que même si ça se démocratise, pour un investisseur particulier, on va dire lambda, aller investir en private equity en direct, c'est quand même pas simple. Il y a des réseaux de business angel par exemple, mais c'est vrai que la solution la plus simple, ce serait de passer par des fonds. Mais là, encore une fois, c'est souvent aussi des cartes blanches qu'on va donner aux gestionnaires. Donc oui, il faut faire attention à ce risque d'accès à l'information. Il y a aussi le risque de liquidité, parce que là, très clairement, c'est un investissement qu'il faut envisager sur le long terme, parce qu'on risque d'être coaché. C'est pareil pour l'art, les montres. Enfin, je veux dire, il
y a de la liquidité sur ces marchés, mais c'est pas la liquidité qu'on trouve sur les marchés cotés, sur les actions cotées. Donc il faut bien avoir cette idée en tête. Et quand on dit placement alternatif, vous le disiez en introduction, on est dans la diversification de son portefeuille. Qu'est-ce que ça peut représenter, j'allais dire, en termes d'équilibre pour un investisseur particulier ? C'est du complément, tout à fait. C'est du complément. Normalement, on préconise entre 5 et 15%. D'accord. Pour la poche globale. Placement alternatif. D'accord. Donc vraiment, il faut pas mettre tout son argent en crypto ou dans, je sais pas, dans un groupement foncier viticole ou autre. Donc très clairement, c'est pour diversifier sur du long terme en fonction de ses goûts, de ses appétences, de ses connaissances. Donc ce sont des placements, oui, il faut souvent il y a ce côté un peu tangible, un peu coup de cœur aussi. Donc on a envie de creuser, on a envie de se faire plaisir aussi parfois sur ce type de choses. Donc allez que sur des placements que vous comprenez et sur lesquels vous êtes prêt à investir pour une durée longue. On parle de tunnels souvent, effectivement, sur ces placements alternatifs. Merci beaucoup, Louis. Louis Yang qui était avec nous, que nous retrouvons chaque mois, le 3e vendredi du mois, les équipes du Café de la Bourse, en tout cas, qui nous accompagnent pour ce rendez-vous pédagogique dans Smart Bourse sur Be Smart for Change.